Salut à tous, épisode 11 avec la Lotto Soudal. Non, on va pas parler du plateau des Glières ni même des Strade Bianche, même si c'était fort sympathique d'avoir l'autre jour ce chemin de gravier en haut du plateau des Glières. Non, sur cet épisode-là, on a pas mal de choses à voir. Je vais vous proposer de voir un gros bilan déjà de ce sur quoi on est bon et de ce sur quoi on doit être amélioré, puisque évidemment après cet état des lieux, on s'intéressera au recrutement. Voilà, le recrutement, après d'abord quand même avoir joué la Classica San Sébastien. Donc état des lieux, Classica, recrutement, et ensuite on commencera la Vuelta avec une équipe voilà, qui aura une petite mission. Je développerai ça un petit peu plus tard. Et en passant la petite Cyclassics de Hambourg ainsi que la classique de Bretagne. Allez, c'est parti. État des lieux en juillet, mi-juillet après le Tour de France. Ben, c'est très simple. On a réussi déjà un Giro plutôt correct. C'était absolument pas prévu, mais Tim Wellens, suite à sa blessure déjà, abandon sur le Pays Basque qu'il avait privé des Ardennaises, rien de moins, avait comme ça réussi un super Giro. Puis après, par contre, il y a eu ce Tour de France. Alors, ce Tour de France, sur le plan Lotto-Soudal, là on voit l'arrivée, je crois que c'est à Villard-de-Lans. Sur le plan Lotto-Soudal, c'était plutôt sympa. Mais, ou peut-être, non, c'était peut-être Villard-de-Lans, ou bien carrément le Mont Aigual, peut-être. Enfin voilà. On avait eu donc un Tour de France plutôt pas trop mal, avec bon, par contre pas du tout réaliste, puisque Bernal et Pinot étaient très très en forme physique et n'ont pas eu les soucis auxquels on a pu assister récemment. Thomas de Gent a eu le bonheur d'aller chercher un deuxième maillot de la montagne la même année. Donc on devine un petit peu ce qui peut rester à faire sur la Vuelta. Ackermann avait été ultra dominant sur le classement du maillot vert, sans qu'il ait quoi que ce soit à redire. C'était lui le meilleur sprinter et de très loin sur ce Tour de France. Et puis après, pas de commentaires particuliers par rapport à ce maillot blanc. Non, je dirais qu'il avait été assez positif ce Tour de France. On a pris quelques étapes. On a réussi à faire gagner Gilbert, Degenkolb, De Gent et Tim Wellens avant son abandon. Oui, parce que on avait aussi eu cet abandon de Wellens. Alors, on voit par exemple, c'est sur les épreuves par étapes qu'on est vraiment le plus en danger. Donc, l'axe de recrutement est vraiment vers ça. Il faut essayer de se parer un petit peu mieux sur les courses par étapes, sachant que, évidemment, sur les classiques, on n'est pas si mal que ça, même si, attention, les coureurs vont vieillir. Ce qu'a fait Degenkolb là sur cette année 2020, il ne le refera pas nécessairement l'année suivante. Et il n'est pas dit que Philippe Gilbert aussi soit en mesure même d'aller batailler, par exemple, comme vous le voyez ici avec Van Mark et Wout van Aert, parce que lui aussi va subir une petite baisse de notes avec l'âge. C'est ce qui arrive sur Pro Cycling Manager. Voilà, donc le chantier il est là. Ça va être garder une certaine fidélité aux mecs qui ont été emblématiques sur cette partie déjà et qui sont un peu comme identitaires, je dirais. Et donc garder la confiance sur ces types-là. Ça, c'était une Amstel arrachée à Van Avermaet par Philippe Gilbert. Garder une certaine fidélité, ce sera mon leitmotiv. Et puis ensuite, essayer quand même de se renforcer dans l'axe des courses par étapes. Donc, au niveau des objectifs, on n'est pas si mal. Il en reste plus qu'un seul à remplir. J'enverrai John Degenkolb en mission sur le Tour du Benelux. On va essayer de la jouer panache. J'envoie pas Philippe Gilbert. Philippe Gilbert ira sur la Vuelta pour essayer de muscler un petit peu l'environnement de Tim Wellens et de Carl Friedrich Hagen. Donc, en attendant le recrutement, évidemment, il y avait cette Classica San Sébastien déplacée, vous le savez, calendrier 2020. On a la Classica, elle devait avoir lieu fin juillet, mi-fin juillet. Et du coup, c'est vrai que sur PCM, je me tâte presque à modifier les calendriers pour l'année qui suit, parce qu'au final, c'est un calendrier modifié à cause de quoi? À cause des JO à l'origine. Puis avec tout ce qu'on sait, les JO, il n'y en a pas eu. Donc
c'est un peu chamboulé, tout ça, c'est quand même sur du Benelux qu'on trouve en septembre. Il y a plein de choses comme ça, hein, qui ont été adaptées. Donc, on est sur une Classica San Sebastian, et c'est pas évident. C'est une épreuve que j'adore jouer. Je la trouve toujours très très excitante, mais on peut pas dire qu'on ait des armes. En fait, le problème, c'est que Tim Wellens, il y a, il y a peut-être 3 courses, 4, allez, il y a 4 classiques parmi le total de celles auxquelles il peut postuler, où il aura été blessé et donc je n'aurais pas pu l'aligner en fait. C'est-à-dire qu'en gros, Amstel, Flèche Wallonne, Liège et Classica San Sebastian, pas de Tim Wellens. Donc c'est dommage quand même parce que c'est un peu son spot dans le jeu en plus. C'est son spot principal. Du coup, obligé d'envoyer en mission l'ancien. On voit qu'ici, il y a une vraie cassure qui se fait déjà un certain temps avant la dernière difficulté sur ce Classica San Sebastian. Ça a été intéressant de voir à un moment donné une cassure, donc pour ne plus garder qu'une une petite trentaine de coureurs avec plein de gros noms qui ont été lâchés derrière. Et après, il faut essayer de se débrouiller. Thomas de Ghent va être chargé de protéger Philippe Gilbert le plus longtemps possible. Puis après, on va voir un petit peu de quelle manière est-ce qu'il y a moyen de gratouiller, je dirais, parce que il y a quand même 2-3 gars qui ont plus de punch que Philippe Gilbert. Tiens, c'est marrant, on va partir. Yates, ce n'est pas le seul. Hein. On a comme ça, vous voyez, ici, Kwiatkowski qui commence à montrer le bout de son nez. On a Dan Martin. Alexei Lutsenko est également présent. Mais au final, regardez, on a rejoint le sommet relativement bien. Du coup, je me décide à lancer avec Philippe Gilbert, sait-on jamais. Lutsenko est venu dans la roue de Philippe Gilbert. Ça va peut-être être l'occasion de se relayer. Si c'est ça, ce sera très très positif. Attention, il y a Matthews qui a tendance à recoller. Je veux éviter à tout prix un retour de Michael Matthews, donc j'attaque dans la descente, puisque Michael Matthews va par contre nous battre à tous les coups. Hein. Et en fait, j'ai un peu trop roulé pour échapper au poursuivant. Et au moment où je décide de me rabattre, finalement, on va se faire avoir si on se rabat. Du coup, c'est un peu en désespoir de cause que je reste au sprint, sachant pertinemment que Lutsenko, qui n'a eu qu'à suivre la route de Gilbert depuis que Gilbert a attaqué, n'a plus qu'à ramasser les miettes. Kwiatkowski fait 2. Et donc, 3e place, ça, c'est le panache qui paye pas. Ça. C'est tu te fais plaisir, tu fais le spectacle, mais tu perds. Donc voilà un petit peu le scénario pour cette Classica. C'était intéressant. Allez, renouvellement de sponsors, on arrive dans le vif du sujet. On va donc parler de ce fameux recrutement. Donc ça se fait au 31 juillet, bien évidemment, le renouvellement du sponsor, on le sait tous. Alors je vais pas bidouiller les offres comme faisait, je laissais les offres par défaut. De toute façon, il n'y a aucun mystère sur la suite à donner avec notre sponsor, Lotto Soudal. On va pas changer d'équipe. Et en plus, Lotto Soudal nous propose un argent suffisant largement. Et après, évidemment, se poser la question de qui est-ce qu'on renouvelle. Mais ça, je l'avais annoncé à l'avance. Il est hors de question que je trahisse Philippe Gilbert. Déjà, il est sympa parce qu'il nous fait une petite ristourne. Par contre, il faut lui donner 2 ans pour que ça fonctionne. J'avoue que j'aurais préféré donner 1 an. Mais là, il y a des choix, il y a des fois où il n'y a pas vraiment le choix. De toute façon, quand c'est rouge comme ça dans la négo, ça bloque. Donc il fallait donner 2 ans, sinon c'était bye bye. Donc j'ai fini par céder. Donc il y aura 2 ans à 112 000 et quelques, qui sont évidemment qui pèsent, hein, mais voilà, la fidélité, ça n'a pas de prix. Thomas de Ghent sera évidemment prolongé à un tarif que je trouve assez correct. Tim Wellens va être également prolongé. Là encore, il n'est pas trop gourmand, donc on s'en tire plutôt pas mal, je trouve. Voilà, donc Philippe Gilbert, Tim Wellens va accepter dès la première proposition, donc pas de problème pour lui. On a également quelqu'un d'autre à aller chercher, c'est John Degenkolb, bien évidemment. Après l'année qu'il a faite,
Je vois pas comment on pourrait faire autrement que le prolonger, même si je suis très conscient que, bon, surtout Gilbert et De Ghent peuvent avoir des chutes de notes, mais John Degenkolb n'est pas tout jeune et évidemment, ça n'est pas forcément rassurant. Hein. Je signe les 3 premiers là que je vous présente sur 4 sont des coureurs dont l'avenir n'est pas du tout garanti, hein, voire même on est certain qu'ils vont perdre des notes. Mais je peux pas faire autrement. En fait, je peux pas faire autrement que les garder. En tout cas, moi, ça me paraît impossible à envisager d'une autre façon. Après, on va aller un petit peu entourer tout ça pour. En fait, je préfère dépenser mon argent pour même voilà prolonger, y compris des équipiers. Ouais, on sait c'est Jasper de Beust, y compris prolonger les équipiers que j'ai choisi de prolonger. Parce que De Beust est belge, parce qu'il est chez Lotto Soudal depuis un certain nombre d'années, et pareil pour Frédéric Frison, type d'équipier qui passe sous les radars, mais qui est toujours très précieux. Je me souviens à quel point sur les Flandriennes, Frison avait pu être précieux au cours des succès de Degenkolb. Donc là aussi, pas d'hésitation. Et c'est ainsi comme ça qu'on va comme ça valider ces deux-là. Pour ce qui est d'Adam Hansen, donc ne vous affolez pas, je n'ai pas choisi de le laisser partir. Il part à la retraite. Je dirais retraite bien méritée. Donc voilà, on est pas mal. Petite recherche là à ce stade pour aller sur la suite. La suite, c'est quoi? La suite, c'est des petits jeunes. Alors, donc, on va assurer l'avenir avec déjà un certain Veit Mezek, un Allemand, qui pourrait devenir un coureur par étape sympathique. Il est encore jeune, mais on prépare l'avenir dans cette partie aussi. Donc avec ce coureur allemand, ça parlera à certains. Il y a un certain Pasqualino aussi que j'ai trouvé en Regen qui me plaît et qui mérite ma foi un salaire déjà correct, ce qui prouve qu'il y a du potentiel. Ce sera le cas également pour le dénommé Sekouras, donc lui peut-être plus, il est assez polyvalent quand on regarde les notes, hein, même s'il est plutôt catégorisé classique du Nord, mais toujours bon d'avoir des équipiers intéressants à ce niveau-là. Et puis il faut aussi peut-être penser à la relève derrière Philippe Gilbert, hein, puisqu'il va y avoir un moment où ça va se poser. Le jeune Krichy, alors là c'est de l'or en bas, hein, ce jeune. Hein. Il est très très prometteur. Il est a priori puncher, mais manifestement la note en vallon et la note en CLM sont pas pourries, donc ça se prend. Je trouve que c'est plus qu'intéressant déjà à son jeune âge. Voilà, donc c'est plus ou moins le tour hein, que je voulais faire avec le recrutement des jeunes. Il y a aussi ce A-Cout, qui est l'homonyme d'un coureur qu'on a connu, c'est un régène. Là aussi plutôt destiné, par contre, équipier classique du Nord pour ce jeune-là. Voilà. Donc ensuite, on arrive enfin à ce que j'avais annoncé. Il y a eu un vote sur le Discord à l'époque, plébiscite pour le duo Dylan Teuns, Lorenz 2+. Je pense que ces deux-là doivent pouvoir nous apporter bien du plaisir en jouant. Donc voilà, j'ai cassé ma tirelire entre guillemets. Vous avez vu, il restait pas non plus énormément d'argent. Hein. Donc ça tombe plutôt pas mal. Le duo 2+ Teuns ne va pas être excessivement gourmand. Prendre deux Belges comme ça qui ont de vraies possibilités. Pour 2+, il y a encore une possibilité de progression. Hein. Et pour Teuns, en l'état déjà, c'est très exploitable. Il est quand même puncher. Hein. Les deux sont plutôt des punchers, mais utilisables largement comme leader. Si on veut, pardon. Un peu de défi aussi, hein, c'est la question. Donc voilà, ça me plaît bien. Je suis parti sur ça. Il n'y a pas de grosses surprises, hein, même pas de surprise par rapport à ce qui avait été un petit peu annoncé. Là, j'en avais déjà un peu parlé. Je vous avais proposé à la Philippe, vous n'en avez pas voulu. Vous avez proposé Thibaut Pinot qui s'expatrie dans un scénario où finalement il faut qu'il change d'air à la Romain Bardet un petit peu chez Sunweb.
Vous n'en avez pas voulu non plus. Et pour ce qui était, majoritairement en tout cas, et pour ce qui était de David Gaudu, qui par exemple s'en va parce que finalement il n'a pas le spot chez Groupama FDJ pour briller, vous n'en avez pas voulu non plus. Donc à partir de là, on a fait selon la majorité qui s'était dégagée. Puis assez tardivement, je prolonge quand même Karl Friedrich Hagen. Le quand même est dû au fait que finalement le coureur n'aura pas passé très longtemps chez Lotto Soudal, 2 années, hein, et il trahit entre guillemets puisqu'il quitte l'équipe en fin de saison IRL. Donc j'ai prolongé, mais j'ai vraiment attendu de voir si j'avais pas de meilleures opportunités. Puis après je me suis dit allez ça va. Il était quand même bien sympa sur le Giro. Ce qui peut clocher avec Hagen, c'est peut-être les notes physiques, hein, parce que sinon le 77 en montagne, il est assez sympa, mais physiquement par contre, il est beaucoup moins performant, et du coup ça vient gâcher un petit peu certaines notes très correctes. Voilà. Donc hormis grosse forme du jour, Hagen n'est pas réellement une option pour des classements d'épreuves par étape. On comptera davantage sur Dylan Tuns et Lorenz de plus. D'ailleurs, je me demande lequel des deux pourra le plus peser. Ça se trouve, c'est pas celui qu'on croit. Donc voilà, ce sera assez intéressant. Après, on démarre la Vuelta. Donc attention, hein, là je joue une fausse Vuelta. Pourquoi? Parce qu'elle démarre aux Pays-Bas, vous le voyez. Il y avait comme ça un contre-la-montre par équipe, un des seuls de l'année, hein, contre-la-montre par équipe, un seul contre-la-montre de l'année parce que cette année 2020, outre les particularités qu'on sait, aura été aussi marquée par l'absence de CLM par équipe sur le Giro et sur le Tour de France. Donc la Vuelta, en plus, il n'y en aura pas du coup, puisque ces 3 premières étapes aux Pays-Bas ont été annulées. Et de ce fait, c'est totalement virtuel de démarrer ici. Mais voilà, je me suis dit, on laisse quand même les 21 étapes. Et puis l'étape 2 et 3 sont des étapes qui sont beaucoup plus réservées aux sprinters. Donc là, le vrai défi, c'est quand même d'essayer d'exister sur cette étape 1. Avec une équipe qui n'est pas taillée non plus pour le CLM par équipe, 23 bornes. Elle n'est pas taillée pour ça, mais elle n'est pas ridicule. Du coup, je me dis, tiens, s'il y a une possibilité de venir s'insérer dans les premiers, on va pas se gêner. Évidemment, Gilbert est un bon rouleur. Thomas de Gent est excellent. Tim Wellens n'est pas mauvais. Mais on a comme ça d'autres. Je prendrais par exemple Hagen ou alors Van Hauck, qui sont quand même pas non plus très très forts dans cet exercice-là. Donc, ça nous pénalise quand même pas tant que ça. On voit qu'on est encore dans la possibilité peut-être d'accrocher un top 5. On est parti en 16e position. Donc c'est bien parce qu'il y a pas mal d'équipes qui arrivent progressivement et on comprend un petit peu mieux où on en est par rapport au temps intermédiaire. On se dit que à ce stade-là, ouais, rester dans les meilleurs est possible. Et c'est important parce que si on veut avoir la chance de porter le maillot rouge, il faut exister sur cette étape-là. Si on prend 2 minutes dans la musette, ça va être beaucoup plus tendu. Donc, l'Auto Soudal à 31 secondes de De Koenig Quick-Step, on voit Team Ineos qui a été pas mal aussi. La CCC est venue s'insérer et finalement, ce sera le classement final. L'Auto Soudal 4ème de CLM par équipe. Je suis assez content. Je suis assez content parce que j'aurais pas du tout prévu qu'un tel truc arrive. Donc, moi, ça me va parfaitement. 4ème, je m'attendais plutôt à 8-10ème pour être franc. Et en fait, non. Donc, ensuite, on est sur du sprint, hein, là. On va pas se cacher, on a Caleb Ewan qui est le meilleur sprinter du plateau, très, très nettement. Ewan n'a pas d'équivalent hein, sur cette Vuelta. Je crois que le deuxième meilleur sprinter doit être Matteo Trentin. Hein, c'est pour ça que vous voyez la CCC en train de s'agiter là. Donc à partir de là, j'ai pas d'angoisse particulière. On va appliquer la petite stratégie habituelle, petit coucou à Enzo, petite stratégie habituelle où on va déclencher aux environs de 2,5 km, là il y avait des virages, j'ai fait un peu avant, le premier lanceur, et puis après c'est le poisson pilote qui va libérer le sprinter, voilà, pour une victoire sans coup férir.
Il y a là, pour le coup, il y a aucun suspense. J'ai calé Wellens dans la roue parce que les cassures de début de tour là, non merci. Voilà. Dès lors qu'il y aura un petit peu plus le classement qui se sera fait, je rabattrai mon leader évidemment dans les roues d'autres leaders. Mais là, pas de blague en début. J'ai déjà subi des aléas du jeu parfois qui étaient assez pénibles et puis qui conditionnent la suite. Je trouve ça dommage de tout gâcher au début. Donc au tout début, je cale dans la roue. Après, on fera les choses un peu plus proprement. Joli plateau sur la Hambourg C-Classics avec Van Der Poel, avec Wout Van Aert, avec aussi quelques sprinters de renom. Donc on a de l'adversité. Puis en plus une équipe assez moyenne hein, qu'on a alignée. Finalement, une équipe totalement dédiée à John Degenkolb, hein, cela va de soi. On a toujours cette petite particularité de la C-Classics de Hambourg, c'est ce passage dans la cuvette. Je suis désolé, j'ai pas le nom, je peux pas vous. C'est un nom que j'ai pas retenu. Passage qui permet éventuellement de faire se dégager un groupe de costauds qui, eux, sont passés dans les premiers, et puis après, derrière, ça n'a plus la force de rouler, donc c'est un petit peu là-dessus qu'on va s'appuyer. Je décide d'emmener, en fait, un bon train avec Kluge, Yellow Wallace, avec aussi Mass, pour lancer Degenkolb. On voit que il y a d'autres gens qui ont pensé qu'ils pouvaient éventuellement gagner, c'est bien normal, mais on va continuer notre petit entraînement au sprint. Allez, faut lancer maintenant Mass dans pas longtemps, et puis on libérera la puissance de John au tout dernier moment. Regardez, ça va le faire. Voilà. Viviani n'a pas réussi à remonter, donc on l'a prise. Alors, c'est vraiment lié à la manière même dont les sprints sont jouables hein, dans Pro Cycling Manager, parce que je pense pas qu'à à ce stade-là de sa carrière, John Degenkolb soit en mesure de battre ces sprinters-là. Bon, on est dans un jeu, hein, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire davantage. Retour sur la Volta pour une séquence ici avec les étapes 3, 4, 5 et 6 dans les minutes qui vont suivre. Donc il va se passer des choses. Déjà, étape 3, on n'a pas le choix, ça va aller au sprint, il n'y a même pas besoin d'en discuter, on va juste essayer de le préparer proprement et puis c'est tout. Donc là-dessus, je considère que à partir du moment où j'ai le meilleur sprinter et de loin du plateau, euh, tout autre résultat qu'une victoire au sprint sur toutes ces étapes-là sera un échec total. C'est pas comme sur le Giro où j'avais été plusieurs fois battu avec Caleb Ewan, mais sur le Giro on avait une vraie concurrence. Il y avait un gros plateau et à la limite être battu était tout à fait possible. Puis en plus j'avais fini par découvrir qu'il était beaucoup plus facile, comme dans la réalité, de m'imposer avec Ewan lorsque ce dernier était finalement dans la roue d'un sprinter majeur. Ouais, c'est pas passé loin de la rater celle-là. Parce qu'il avait lâché la roue. Encore une fois. Hein, c'est toujours le problème. Donc, fabriquer un train pour Caleb Ewan n'est pas forcément la panacée, mais là, quand même, quand il y a une grosse domination, pour ce dernier, je pense qu'on peut le faire sans hésiter. Voilà. Donc, ensuite, Volta, étape 4, enfin quelque chose de sérieux. Si vous êtes habitué à Pro Cycling Manager, ce profil doit vous parler. Il doit vous parler parce que c'est quasiment trait pour trait une étape du Tour du Pays Basque qu'on va jouer là. Vous savez, c'est l'étape, si je ne m'abuse, c'est l'étape 1 en fait du profil 2020. Mais peut-être que je confonds, mais je crois que c'est celle-là. Voilà. Je l'ai déjà joué 2 fois. D'ailleurs, pas possible de confondre. Mais oui, elle ressemble quasiment trait pour trait hein, à ça. Alors, j'avais vu une fois Bernal partir avec Pogacar et les deux étaient beaucoup plus forts. C'était avec Movistar en jouant ça. Dans l'avant-dernière difficulté, hein, il y avait Bernal qui était parti, on l'avait plus jamais revu. Vu également avec la Trek Segafredo récemment que il y avait moyen aussi que ça se passe autrement, c'est-à-dire avec moins
un comportement moins offensif des tout meilleurs. Et puis donc bah voilà, l'interrogation va être là, comment ça va se passer? Oui, parce que le jeu, que ce soit une étape 1 de Tour du Pays Basque ou une étape 4 de la Vuelta, il va avoir quand même tendance à se comporter plus ou moins de la même manière. Donc à partir de là, regardez par exemple, j'ai lancé De Gent à l'avant, hein, bien évidemment, déjà pour prendre des points au classement de la montagne, et puis on voit Warren Barguil qui est revenu sur lui. Derrière, c'est un peu désorganisé, je trouve. Julien Lafilippe est présent hein, sur cette Vuelta. On va découvrir un peu à peu qui est là. Je peux vous dire que du côté de Ineos, il y a du monde. Sur le papier, c'est très prestigieux. Là, c'est au Barguil qui va bien sûr déposer De Gent, parce que là-dessus, il n'y a pas de doute. Hein. De Gent n'avait pas du tout la forme nécessaire pour aller très loin sur cette étape-là. Je vais juste essayer de limiter les dégâts, en fait, hein, parce que je dispose pas non plus d'une forme du jour exceptionnelle. Il faudra attendre, je crois, à moins que ce soit déjà le cas, mais on n'est pas loin hein, du pic de forme pour Wellens. Sauf que puisqu'il a été blessé, etc., c'est carrément le pic de forme du Tour de France hein, qu'on va avoir là. Donc il est très très en retard, mais on va l'avoir pile au bon moment sur la Vuelta. Non, en fait, c'est Quintana qui s'est fait la malle dans un deuxième temps. Egan Bernal va venir comme ça chercher la deuxième place et les écarts vont être assez faibles. Donc en plus Quintana avait perdu beaucoup de temps sur le contre-la-montre. Et puis en plus, regardez, ouais, même pas la vingtaine de secondes. Certes, il y a des bonifs, mais ça va déjà resituer un peu les choses. Ineos avec Bernal devant Alaphilippe et Wellens troisième à ce moment-là. Donc bah oui, ça nous surprend pas beaucoup. En gros, les leaders des équipes qui ont le mieux réussi le CLM ben, se retrouvent dans les 3 premières places. Hein, voilà, donc il n'y a rien de bien exceptionnel. Je tente, hein, on va aussi échapper Thomas de Gent très très souvent, puisque de toute façon, il faut aussi que j'essaye de prendre des points. Vous voyez par exemple Roglic, Cresswake, Simon Yates. On pourra mentionner Adam Yates également, Romain Bardet, Manu Bourgman, Solaire, etc., etc. Chacun aura vu les coureurs sur lesquels ses yeux vont en priorité, selon les goûts, mais y a un vrai plateau, hein. Il n'y a pas de problème. Après, toujours la même chose. Hein. Dans quel état? Parce que être aligné, c'est bien, être performant, c'est une autre chanson. Donc ça, je n'ai aucune garantie à donner là-dessus. Vous allez voir qu'on va commencer à voir apparaître des tendances au fur et à mesure que cette Vuelta va se jouer. Tendances qui vont nous permettre de déduire si oui ou non tel ou tel est préparé. Donc on court éventuellement au drame. Ça c'est dans le scénario le plus catastrophique. On court au drame avec des leaders qui explosent complètement, qui se retrouvent au bout d'une dizaine d'étapes déjà avec 10 minutes au général de retard, etc. Puis on n'est aussi pas à l'abri d'une bonne surprise. Type un très bon leader ou 2 ou 3 qui étaient blessés ou alors pas alignés sur le Giro et sur le Tour de France par exemple. Parce que ce qui les tue, c'est de faire les 3 hein, sur Pro Cycling Manager. Parce que faire les 3, l'IA ne sait pas le planifier en fait. Du coup, le mec va se retrouver en perdition sur la Vuelta, avec sûrement des courbes de fatigue exceptionnelles. Mais donc voilà, bon, à voir. On fera les bilans à la fin. Hein, je la joue, et puis on verra bien ce qu'il en est. Là, vous voyez, au fur et à mesure, on s'affole pas. Et puis à la toute fin, on va essayer de voir si par hasard Tim Wellens ne pourrait pas aller un peu chambouler le classement. Hein. Vous voyez que il y a toujours de l'espoir avec Tim Wellens parce que même quand il n'est pas doté il n'a pas forcément besoin d'avoir un plus 5 pour faire des choses sympas avec Tim Wellens. Mais par contre, tiens, parlant de PCM justement, spécificité du jeu, dès lors que la pente, là on est en descente, hein, on serait censé récupérer pas mal de barres, à condition d'avoir une pente suffisante, ce qui n'est pas le cas. En fait, cette descente n'est pas assez pentue, donc la récupération de barres du coup ne se fait pas du tout comme j'aurais pu l'escompter, mais c'est pas bien grave parce qu'on va récupérer dans la route Barguil pour déposer. Alors ça c'est une petite revanche. Revanche par rapport à quoi? Par rapport à
Tour de France, étape 2, vous savez, la deuxième qui fait Nice-Nice, dans la même partie, donc il y a quelques épisodes, où Barguil me dépose Wellens sur la fin. Mais là, c'est Wellens qui prend la sienne sur cette étape 5, donc c'était un prêté pour un rendu. Voilà, donc il se trouve qu'en plus, il y a écart au classement et que ça permet de prendre le maillot. Bah, écoutez, au moins c'est quelque chose qu'on aura fait et qui n'est plus à faire. Au passage, du coup, Wellens aura porté le maillot de leader sur chacun des 3 grands tours cette année. J'ai dit porter le maillot de leader, hein, évidemment. S'il avait gagné, on le saurait. Mais il aura porté les 3 et il aura aussi gagné au moins une étape dans chacun des 3 grands tours. Donc déjà, petite réussite en ce début de Vuelta, hein, que cette perf pour Tim Wellens. Vous voyez, le final, il est difficile, hein, pour cette étape 6. Cette étape 6, là, dans la partie, mais dans la réalité, ce sera l'étape 3. Hein, ça veut dire que elle va arriver très très tôt. Je crois que c'est quoi? C'est le 18 octobre, hein, c'est ça? Ou 18 ou 19 octobre, je sais plus. Début de la Vuelta. Ben, elle va arriver très vite, cette étape-là. Hein, et la précédente aussi. Donc, on pourra avoir du spectacle assez rapidement sur la prochaine Vuelta. Je ne sais pas quel sera le plateau, même si on commence à avoir des petites indications, mais on ne sait jamais, pas à l'abri là non plus d'une bonne surprise. Après, je sais pas trop, comme c'est au nord de l'Espagne que ça se passe, hein. C'est une Volta qui se passe beaucoup au nord, hein. Elle ne descend pas quasiment, je vous le fais de mémoire, mais il me semble même pas qu'elle descende spécialement en dessous de Madrid, quoi. Donc c'est vraiment vraiment une Vuelta au nord, qui fait d'ailleurs une incursion en France. Donc cette Vuelta là, ben honnêtement, j'ai peur qu'il y ait de la neige à un moment donné, hein, parce qu'on sait jamais, hein. Il peut neiger, hein, sur les Pyrénées, sur les Pyrénées au début novembre, fin octobre même, hein. Bon, enfin voilà, les régionaux m'infirmeront ou me confirmeront. Moi, j'habite pas dans les Pyrénées, mais en tout cas, c'est l'impression que j'en ai de loin. Bernal est bel et bien dominant sur cette arrivée-là, et va-t-il récupérer son maillot ou pas? Bah, je pense pas que l'écart soit suffisant, en fait, parce qu'on a réussi à limiter la casse avec Tim Wellens, qui ne perd que la bonif plus 11 secondes. Donc, Wellens en rouge, puis on verra la suite de l'histoire dans pas longtemps, dans un prochain épisode. Wellens porte le maillot avec quand même un Egan Bernal qui a l'air pas mal, hein, dans ce début de Vuelta, donc se méfier du garçon, même s'il a gagné le Tour de France. Il n'avait pas été aligné sur le Giro, hein, donc ça peut expliquer une certaine fraîcheur toute relative avec l'enchaînement Tour de France, Vuelta, avoir le comportement aussi en troisième semaine. On verra tout ça donc prochainement. Pour se quitter, la classique de Bretagne. Voilà, donc une classique que j'ai toujours un grand plaisir à jouer. J'adore vous la proposer. On n'est pas tellement fort, là encore, puisque c'est plus ou moins la même équipe que sur la Cyclassics de Hambourg. Et on sait à quel point les choses se décantent, hein, progressivement sur cette classique de Bretagne. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à la fin à une trentaine de coureurs, quoi, hein, souvent en tout cas. Et il y a un moment où il y a une cassure qui intervient. Voilà, c'est après cette montée. En tout cas, ça m'est déjà arrivé que ce soit après cette difficulté-là, qu'il y ait une énorme cassure qui se produise. Et après, on se retrouve. Bon, et puis il y a des groupes qui peuvent revenir. Il y a des coureurs assez importants qui sont lâchés. Vous voyez là, il y a quelques-uns. Il y avait Evenepoel qui s'est laissé lâcher. Van Avermaet aussi qui s'est fait surprendre. Il y a comme ça, enfin voilà, des choses qui moi m'ont pas mal surpris. Maintenant, peut-être que c'est pas définitif. On va voir si ça revient en cette fin de course. Toujours est-il que Degenkolb, allez, conserve un petit peu d'entourage, parce que c'est clairement pour lui que je vais jouer, hein. Je peux pas jouer pour quelqu'un d'autre que Degenkolb sur ce type de course. C'est étrange en fait. Moi je veux pas prendre la course à mon compte, j'ai pas une équipe pour ça. J'ai pas l'équipe pour, donc Tennyson fait le boulot pour Wout van Aert. Là c'est beaucoup plus cohérent déjà, parce que Tennyson c'est un monstre. Et vous voyez, à quelques bosses de la ligne d'arrivée, les échappés
ont encore une fort jolie avance. Et là, ça va me faire bouger. Parce que je me dis, non mais en fait, on va jamais revenir si tu n'aides pas un petit peu l'IA à combler ce fossé avec l'échappée. Du coup, je me décide quand même, vous voyez, j'avais donné avec Kluge et Yellow Wallace pour essayer d'aider à boucher. Et voilà, ben, c'est ce qui va se produire dans pas longtemps. Vous allez voir, attention à Peter Sagan, attention à Wout van Aert. Heureusement, j'étais dans la roue. Parce que ces deux-là m'ont l'air sacrément forts. Et ouais, je vais faire une erreur. Je peux le dire. Je vais choisir Matthews. Parce que Michael Matthews m'a semblé avoir le profil typique pour récupérer les efforts de Van Aert et pour finalement damer le pion à tout le monde. Et regardez ce qui va se passer, c'est assez amusant. Van Aert va avoir l'intelligence virtuelle de contourner avec Sagan magnifiquement. Je veux dire, là, il n'y a rien à dire, quoi. C'était somptueux, ils sont passés sur le côté, j'ai été bloqué de chez bloqué. Matthews s'est extirpé. Je tente un rapproché avec Michael Matthews, mais c'est rien que ça, c'est impossible, donc ça va se jouer avec les deux hommes de tête, et c'est Peter Sagan qui va s'imposer devant Wout van Aert, et nous on va même se faire récupérer par les poursuivants. Donc chou blanc, mais intéressant, j'ai bien aimé. Sagan en plus, Sagan, Van Aert, c'est parfait. Nizzolo qui vient faire 3. Et voilà, donc voilà pour cet épisode. Je vous montrerai la suite de la Vuelta dans ce qui sera l'épisode 12 prochainement. Et d'ici là, ouais, il y aura cette étape assez monstrueuse. Hein. C'est le fameux 25 octobre, ça. Hein, l'étape où la Vuelta arrive au Tourmalet, pendant que Paris-Roubaix se jouera, rien de moins, et le chrono final du Giro. C'est tout. À part ça, 25 octobre, il y a juste une journée où il faut pas qu'on nous embête. Hein. Allez, bye bye, bientôt.